Problème de communication chez les ministres libéraux. L'opposition parle d'aveuglement ou de défaillance. Notre panel de journalistes se prononce. Feux de forêt au Québec et dans l'ouest du pays, plus de 400 incendies sont toujours actifs. On fait le point avec Isabelle Gariepi, agente à la prévention et aux communications à la SOCFE. Et scandale et abus dans le sport, le Bloc québécois joint sa voix pour réclamer une enquête publique indépendante. Les députés Sébastien Lemire et Andréane Larouche sont avec nous. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Alors que les conservateurs reviennent à la charge pour réclamer la démission du ministre Mendicino, le Bloc québécois a dénoncé à la Chambre des communes des défaillances ou un aveuglement volontaire dans les communications internes des ministres libéraux. Ils ont donné l'exemple du ministre de la Sécurité publique et de sa gestion des dossiers de l'ingérence étrangère et de Paul Bernardo. Les ministres ne sont au courant de rien. C'est une drôle d'affirmation, mais c'est pourtant une partie majeure du bilan de la session de ce gouvernement. Le ministre de la Sécurité publique ignorait tout du transfert de Paul Bernardo, même si ses employés le savaient. Le premier ministre ignorait tout, lui aussi, comme il ignorait les menaces de la Chine envers le député de Wellington, Halton Hills, à l'instar du ministre de la Sécurité publique. Tous ministres, tous les ministres n'étaient au courant de rien. Monsieur le Président, la population n'accepte plus cette réponse. Quand le gouvernement va-t-il cesser de plaider l'ignorance? Bravo! L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, ça c'est exactement que j'avais en tant que ministre de la Sécurité publique renforcé le protocole de brefage pour assurer que moi et toute l'équipe dans le gouvernement a toute l'information qui est nécessaire pour protéger nos communautés. En plus, on avait un record très fort avec de nouveaux pouvoirs, avec de nouveaux mécanismes de transparence et on est toujours prêt de travailler ensemble avec pas seulement le Bloc, mais y compris tous les députés dans la Chambre. Merci. J'en discute avec les journalistes Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, Catherine Lévesque, correspondant parlementaire au National Post, et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 On vient de l'entendre, l'opposition parle de défaillance ou d'aveuglement volontaire dans les communications internes des milices libéraux. On peut penser bien sûr à Mendicino, sur Bernardo, mémo préparé par le ministre Blair sur les menaces contre Michael Chong qui ne se serait pas rendu jusqu'à lui. Bref, il y a plusieurs exemples à donner. Joël Denis, d'abord, est-ce qu'on doit encore parler de cas isolés dans ce contexte-là où on peut commencer à dire que ce sont des problèmes généralisés? Je pense qu'on peut dire que c'est un problème généralisé parce que vous avez fait allusion à deux cas. J'en ai un autre à ajouter. Arjit Sajjan, qui n'avait pas vu un certain courriel qui lui l'informait comme quoi il y avait une sénatrice qui utilisait des documents non autorisés pour aider des réfugiés afghans à venir au Canada. Ça, c'est arrivé en 2021, en août 2021. Il y a eu un autre incident aussi où on n'avait pas vu les documents. Donc, c'est un pattern, pour utiliser une expression courante. Et ce sont des erreurs qui sont commises surtout quand un gouvernement arrive au pouvoir. Là, c'est un peu inexplicable parce que c'est un gouvernement qui a une certaine expérience à gouverner. Est-ce que c'est l'effet du roulement de personnel, de jeunes qui sont arrivés, qui sont moins bien formés pour occuper les fonctions qu'ils occupent? C'est peut-être une explication, mais chose certaine, ça fait mal à l'image du gouvernement et ça alimente, je pense, le discours des partis de l'opposition comme quoi le gouvernement est incompétent. Donc ça, c'est pas facile de s'en défaire de ces accusations, mais ça alimente ce discours à l'heure actuelle. Oui, on commence à entendre parler d'usure, d'essoufflement, autant de mots qui sont dans le justement, ça c'est bien de le mentionner parce que c'est un peu une des caractéristiques d'un gouvernement qui est usé. C'est-à-dire ces genres d'erreurs stratégiques qui sont commises par le gouvernement lui-même et non pas par le travail ardu de l'opposition. Ouais. Alors justement, je vous relance là-dessus, Catherine. Est-ce que c'est en train de devenir un vrai problème pour les libéraux? OK, oui. OK, oui, parce que, comme Joël Denis l'a dit, comme vous l'avez dit, c'est pas la première fois. On dirait justement, ça arrive plusieurs fois, et puis là, on se dit, pourquoi est-ce que ça arrive? Et puis, est-ce que c'est parce qu'il y a une trop grande concentration au bureau du premier ministre? Mais moi, ce qui me dérange aussi, c'est comment ils arrivent à... C'est l'après. Dans le fond, ils n'arrivent pas à se sortir de la crise, finalement. C'est ce qu'on voit. On dirait que, on dément, on dit que, c'est pas vraiment un problème. Oui, exactement. On a vraiment un problème, puis la crise s'étire à cause de ça, parce que, ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive tout le temps. Parfois, justement, on n'a pas vu un courriel, le message ne s'est pas rendu, il y a des problèmes internes de communication. Mais comme
on le voit à Québec, là, François Legault le fait souvent, il dit je m'excuse et on essaye de passer à autre chose. Là, on voit que c'est vraiment pas le cas pour le gouvernement Trudeau. Là. On fait tout sauf s'excuser. On trouve des excuses, mais personne n'est renvoyé, personne. Et je trouve qu'au final, là, ça crée un peu de cynisme là, parce que finalement, il n'y a personne qui est responsable pour les problèmes qu'il y a eu. Yves, défaillance, aveuglement volontaire, attaque non fondée, comment on peut qualifier tout ça? Vous savez, Catherine, il y a deux choses. Soit les ministres mentent, soit leur personnel ne les ont pas informés correctement. J'aurais personnellement tendance à croire que c'est le numéro 2, c'est-à-dire du personnel qui ne les ont pas informés correctement, étant donné la spontanéité avec laquelle ils ont réagi. Mais réalisons une chose, il s'agit là de deux ministres qui, lors d'un inévitable remaniement ministériel, vont soit sortir du cabinet ou être affectés à des tâches beaucoup moins importantes. Alors peut-être a-t-on jugé bon qu'il n'était plus nécessaire d'informer ces ministres parce qu'ils sont davantage plus près de la porte que d'une promotion. Alors, il y a un paquet de facteurs qui jouent, mais je suis d'accord avec Joël Denis et Catherine pour dire que c'est les signes d'un gouvernement à bout de souffle qui a besoin de quelque chose de neuf pour les relancer. Ça va au-delà des ministres, à rejaillir sur tout le gouvernement, finalement. Bon, la session se termine, évidemment, il reste que quelques jours. Je veux faire un bilan avec vous, si vous permettez. On le sait, le fameux dossier de l'ingérence étrangère a pris à peu près toute la place. Est-ce une bonne chose ou non, Joël Denis? Est-ce que ça a éclipsé d'autres dossiers? Si oui, lesquels? Oui, je pense qu'évidemment, ça a éclipsé le dossier de la hausse du coût de la vie, bien que le Parti conservateur ait tenté de l'imposer un peu après le dépôt du budget, mais on y revenait, mais de façon plus ou moins agile. C'est ce dossier de l'ingérence. Je pense que c'est quand même, ça s'imposait parce qu'il s'agit de notre démocratie. Je peux faire un plaidoyer en ce sens-là. Il faut protéger notre démocratie, il faut prendre les moyens de le faire, il faut que les élus soient conscients du danger qui les guette pour ce qui est de l'ingérence étrangère et que les électeurs canadiens aussi. Mais l'exercice jusqu'ici a été malmené par le gouvernement. On a tenté de un peu balayer l'affaire sous le tapis en nommant un rapporteur spécial. D'ailleurs, c'est un nouveau vocabulaire qui est introduit pour les anglophones au Canada. Un rapporteur spécial qui, finalement, s'est buté contre l'inévitable, c'est-à-dire les critiques des partis de l'opposition. Mais ce dossier, effectivement, n'est pas terminé et ne le sera pas terminé tant que le gouvernement n'aura pas accepté de lancer une enquête publique en bonne et due forme pour satisfaire les demandes des partis de l'opposition. Mais si ce gouvernement ne parle pas suffisamment d'inflation, par exemple, de hausse des coûts de la vie, il va avoir l'air complètement déconnecté, passez-moi l'expression. Hein, souvent, ça apparaît et là-dessus, rapidement, il y a des gens qui disent que c'est un sujet qui occupe plutôt la bulle d'Ottawa. C'est vrai, peut-être, mais n'empêche, le gouvernement s'est quand même enfargé dans ce dossier et il a, je pense, perdu des plumes au fil des mois en raison de sa gestion de l'affaire. Bon, alors, Catherine, qu'est-ce qui aurait dû, justement, prendre plus de place? Je vous pose la même question, mais un peu différemment. Qu'est-ce qui aurait dû prendre plus de place? Tellement de choses. Moi, j'en nommerais 3. Il y a le coût de la vie, mais plus spécifiquement, la crise du logement. Le prix des maisons, là, c'est incroyable. Oui, les conservateurs ont essayé d'en parler. Bon, ils ramènent toujours ce sujet-là, mais on est toujours dans la partisanerie. On n'est pas dans des débats avec des faits en ce moment. Puis je trouve que c'est dommage, en fait, pour les gens de ma génération plus jeunes qui espèrent s'acheter une maison un jour. Et on voit que ça fait très mal aux libéraux là, parce qu'ils perdent le soutien des jeunes à cause de ça. Les changements climatiques, ça aussi, même si disparu du radar. Oui, même si le pays brûle, il y a des feux de forêt, on n'en a à peu près pas parlé. Et encore là, c'est toujours très, très partisan. Et puis les conservateurs ne s'aident pas en n'ayant pas de plan. Mais j'ajouterais aussi l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est un gros sujet. Et on n'en a à peu près pas parlé. Puis je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui disait il y a un projet de loi actuellement qui n'a pas avancé pour mieux protéger les gens de l'intelligence artificielle. Il faut absolument que ça bouge. Alors ça aussi, je trouve que c'est un sujet là, qui a été complètement éclipsé, je pense, dans les derniers mois. Et donc, il faut parler rapidement. Oui, tout à fait, parce que sinon, justement, oui, la technologie avance et puis on essaie d'adopter une charte du numérique depuis plusieurs années. Il n'y a rien qui bouge.
Bon, alors, sur le plan législatif des libéraux, maintenant, il y a eu la loi d'exécution du budget, sans surprise. Il y a eu C-13, la réforme de la loi sur les langues officielles. C-18 qui vise à forcer, c'est important ce dossier-là, les géants du Web à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles. Yves, qu'est-ce qui est la plus grande réussite législative, disons ça comme ça, des libéraux pendant cette session parlementaire et quel est le plus grand échec? Bien, je dirais que le plus grand succès, c'est C-13 sur les langues officielles, parce qu'après presque 8 ans de pouvoir, il était temps que quelque chose aboutisse de ce côté-là. Et finalement, ça a abouti avec le vote en 3e lecture au Sénat jeudi dernier. Il ne manque que la sanction royale. Et bien qu'imparfait, ce projet de loi qui deviendra loi dans les prochains jours a au moins le mérite de moderniser un certain nombre de choses. Et on peut qualifier ça de bon coup. Les mauvais coups, on a l'embarras du choix parce que, vous en avez parlé un peu plus tôt, la lutte à l'inflation a été éclipsée en première partie d'année par cette commission d'enquête sur les mesures d'urgence, ensuite sur l'ingérence chinoise. Alors, on a complètement oublié ce qui se passait ailleurs. Je vous rappelle qu'il y a le commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable qui a beaucoup tapé sur les doigts du gouvernement Trudeau en parlant de belles paroles plutôt que d'actions concrètes. Alors, et que dire de C-21, les reculs qu'il y a eu sur le projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Alors, il y a un paquet de dossiers où rien n'a évolué correctement. Alors, dans ce bulletin, il y a très peu de bonnes notes, beaucoup de mauvaises notes. Oui. Joël Denis, je vous poserai la même question à peu près. Un prix orange, un prix citron, si vous aviez à les décerner. Le prix orange, je vous dirais, si je présume que c'est une bonne note. Le prix orange, ce serait, comme Yves, je pense que le projet de loi sur les langues officielles, c'était dû. On l'attendait, les francophones à travers le pays l'attendaient depuis très longtemps. Et je pense que ça va donner un coup de main important, d'autant plus que ça s'accompagne avec un plan en matière d'immigration pour augmenter la proportion des francophones, des immigrants francophones qui s'établissent à l'extérieur du Québec. Donc ça, je pense, on peut dire un A+ là-dessus. Et un F, je pense que, comme Yves également, le projet de loi sur les armes à feu, le contrôle des armes à feu, ça a été complètement moffé, si vous me passez l'expression, voilà, au point où le gouvernement a dû reculer de façon assez embarrassante. Donc, c'est une tâche de plus au dossier de Marco Mendicino comme ministre de la Sécurité publique, en plus de l'affaire Bernardo, en plus de la présence de police de postes chinois au Canada. Donc, là-dessus, je vous dirais, ça, c'est vraiment le prix citron du gouvernement, le contrôle des armes à feu. Il faut faire rapidement, évidemment, pour terminer, c'est toujours le drame, mais il est impossible de ne pas parler du dossier de l'ingérence étrangère. Évidemment, ça a dominé les débats. Catherine, ça a été porteur pour qui, ce dossier-là? Pour les conservateurs? Personne n'est vraiment ressorti gagnant de tout ça, je trouve. Autant les libéraux, évidemment, on en a parlé amplement, très mal géré le dossier, mais je trouve que ça n'a pas été payant non plus pour les conservateurs et surtout pour Pierre Poilievre, je dirais. Sa garde rapprochée n'a pas réussi à nous convaincre de l'utilité d'une enquête publique. Finalement, c'est Erin O'Toole, l'ancien chef, son prédécesseur, qui a vraiment fait l'argument le plus fort. Là. Michael Chang aussi. Là. Donc, ce sont ces deux individus-là, finalement, qui ne sont pas dans la garde rapprochée de Pierre Poilievre, qui ont vraiment, qui nous ont démontré que c'était utile d'avoir une telle enquête publique. Alors, je trouve pas que Pierre Poilievre, disons, il aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux faire. Il aurait pu décider d'aller voir les documents et de s'élever au-dessus de la partisanerie. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a vu. Alors, terminons là-dessus. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup de vos interventions. Au revoir. Au Québec, les indices d'inflammabilité sont très élevés. Ils pourraient passer à extrême pour plusieurs régions au cours des prochains jours. La SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu, nous dit que la semaine à venir risque d'être critique. J'en discute tout de suite avec Isabelle Gariepi, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU. Bonsoir, Mme Gariepi. Bonsoir. On ne prévoit pas de précipitations en grande quantité dans les régions touchées pour entrevoir une amélioration des choses, à moins évidemment que la météo change complètement. Mais au cours des prochains jours, là, j'imagine qu'on va surveiller ça de très près. Absolument. Vous savez, dans les prochains jours, les indices risquent de monter dans les extrêmes, notamment là, dans l'ouest de la province, dans le
l'extrême est également, là, toute la partie nord où est-ce qu'on a justement des forêts de conifères qui peuvent brûler très rapidement, bien, les indices d'inflammabilité seront dans les plus élevés actuellement là, pour toute la semaine. Bon, alors est-ce que vous êtes inquiète? Il demeure que on continue de surveiller ce qui se passe sur le territoire. Vous savez qu'actuellement, au Québec, on a 86 incendies qui sont en activité. On combat principalement ceux qui sont prioritaires, donc ceux qui peuvent atteindre là, la vie humaine, les communautés et également les infrastructures stratégiques. Sur les autres incendies, on fait de la surveillance, on s'assure si on est capable de travailler, d'y aller, mais il demeure que on essaie de vraiment prioriser parce que ça prend beaucoup de ressources pour travailler sur ces incendies. Des incendies avec des grandes superficies, notamment dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, où on a un incendie de 332 000 hectares. Donc, près de 1500 personnes actuellement, là, d'un peu partout, d'à travers le pays, d'à travers la province, d'un peu partout dans d'autres pays. On a également des gens de l'Europe, des gens des États-Unis. Oui, on va faire le point sur cette aide internationale, si vous voulez. Mais d'abord, je sais que vous êtes à Bécomo, vous, c'est pas l'endroit où c'est le plus à risque en ce moment. Alors, quels sont les endroits au Québec là, qu'on surveille particulièrement? Bien, je vous dirais, c'est toute la partie nord, la partie de l'ouest, entre autres, là, l'Abitibi-Témiscamingue, où est-ce qu'on a vraiment des indices très élevés. Mais il reste qu'au courant de la semaine, c'est à peu près toute la partie nord, notamment même l'est de la province pourrait être touché par ces indices-là. Mm-hmm. On a des incendies en activité sur toute cette partie-là également, des plus grands dans l'ouest, mais on en a également dans l'est de la province. Alors, est-ce qu'on pourrait prévoir des nouvelles évacuations ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent de revenir chez eux, là, à qui on pourrait demander de repartir, de quitter la maison à nouveau? Et vous savez, la SOPFEU continue d'informer les municipalités à cet effet-là au niveau de qu'est-ce qui se passe en forêt, les indices qu'on a. Il y a toujours de la collaboration qui est faite pour leur donner le plus d'informations possible sur la progression. Il y a du travail qui a quand même été fait dans les parties près des municipalités parce que on a des incendies qui ont débuté au début du mois de juin sur lesquels on travaille depuis pour essayer au moins de ralentir ce qui pourrait aller vers les municipalités, mais on continue de leur donner le plus d'informations possible, puis il pourrait arriver qu'ils reprennent des décisions justement d'évacuation à ce moment-là. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'être transparent sur qu'est-ce qui s'en vient avec les municipalités. Bon, alors parlons-en de l'aide internationale, vous l'avez mentionné là, il y a un instant. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de pompiers qui viennent de plusieurs pays du monde entier qui sont actuellement chez nous pour lutter contre ces incendies, est-ce qu'on commence à sentir les effets de cette aide-là? Il est certain qu'à cette partie-là où est-ce qu'on a beaucoup de travail terrestre à faire, cette aide internationale-là est vraiment la bienvenue. Ça nous permet d'avoir plus de ressources pour travailler dans des incendies de grande superficie. Il faut penser là, que c'est des centaines et des centaines de kilomètres qu'on doit couvrir là, avec nos pompiers au sol. On a également besoin là, de support aérien comme des hélicoptères qui viennent nous aider. Il y a du travail qui se fait avec des outils manuels. Fait que plus on a de gens pour travailler avec nous, plus c'est intéressant. Puis il y a également le fait que nos pompiers travaillent depuis plusieurs jours. Fait qu'il faut aussi assurer une espèce de rotation où est-ce que pour que les gens puissent se reposer parce qu'ils vont retourner ensuite au travail. On a du travail pour pas mal toute la saison cette année. Là. Alors, au moment où on se parle, Mme Gariépy, là, quelles sont les mesures qui sont prises? Parce qu'il y a toutes sortes de façons de lutter contre les incendies. Bien sûr, vous arrosez. Je sais qu'il y a des endroits où on a dû creuser des digues autour de certains villages. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est fait en ce moment? En fait, actuellement, le travail, là, notamment, tout dépendant de où un incendie est rendu. Si on est avec un incendie hors de contrôle, on peut encore faire de l'arrosage avec avion-citerne pour certains secteurs. On peut faire de l'arrosage également avec hélicoptères qui vont être capables d'arroser dans d'autres secteurs, puis beaucoup plus précisément sur certains arbres qui vont être peut-être plus spécifiques. On a également les pompiers au sol qui, eux, là, font un travail vraiment important pour l'extinction de l'incendie ou l'extinction de bordure. Fait que donc, ils vont travailler avec des outils manuels comme
le Pulaski, qui est une espèce de hache avec un râteau là, pour pouvoir creuser la terre, s'assurer qu'il ne reste plus de source de chaleur. L'eau est également importante. Donc, on va travailler avec des motopompes, on va aller chercher de l'eau dans les rivières, dans les ruisseaux pour nous aider à arroser sur les secteurs. Puis vous en avez parlé, hein, on peut faire également des bordures où est-ce qu'on va couper des arbres pour faire une zone coupe-feu. Puis, il y a du travail également qui peut se faire. Là, ça, c'est arrivé, mais il faut avoir les conditions optimales pour le faire. À ce moment-là, on va travailler avec le feu. On va combattre le feu par le feu, en fait. On va faire des tranchées où est-ce qu'on s'assure d'arrêter le feu avec le feu, mais pour ça, on a des spécialistes pour le faire. Puis, c'est vraiment un travail là, qui doit être fait dans les conditions optimales. Et il faut dire aussi qu'il y a bien des régions où on a interdit carrément l'accès en forêt en ce moment, bien des endroits où les gens n'ont pas le droit de se rendre. Madame Garliépi, merci d'avoir fait avec nous le point sur cette lutte contre les incendies, particulièrement au Québec. Merci. Ça me fait plaisir. Le Bloc québécois en point de presse aujourd'hui a de nouveau réclamé une enquête publique sur les problèmes d'abus dans le sport et est allé se chercher un appui de taille. La juge américaine Rosemary Akulina, la juge a présidé le fameux procès du médecin Larry Nassar aux États-Unis dans la foulée du scandale sur les abus auprès des gymnastes. Alors, je m'entretiens avec les députés Sébastien Lemire et Andréane Larouche. Il y a un message qui est martelé, les abus sur les athlètes, ce sont des abus sur les enfants. Qu'est-ce que vous retenez du témoignage de la juge? Évidemment qu'on se rend compte que c'est vraiment une question de droits humains, que c'est aussi, oui, c'est surtout pour les enfants qui pratiquent ce sport-là, parce qu'à la base, c'est quelque chose qui doit être sain, sécuritaire pour nos enfants. Puis c'est essentiel qu'on ait le sentiment, comme parents, que nos enfants sont en sécurité lorsqu'ils pratiquent leur sport. Et les scandales qui sortent à chaque semaine, à chaque mois, nous démontrent absolument le contraire. J'ai une sœur qui est gymnaste, mon neveu joue au hockey, mon autre nièce fait du patin artistique. On le voit, les enfants ont besoin de bouger, mais ont besoin de le faire en sécurité. Bon. Alors, la juge, en gros, elle a dit le Canada doit absolument mettre sur pied une enquête publique. Il doit le faire le plus rapidement possible. Elle a insisté là-dessus aussi. Parce qu'elle a dit notamment il faut entendre la voix des athlètes. Alors, est-ce qu'une telle enquête serait utile à ce moment-ci? Ah bien, tout à fait. Elle est plus que jamais nécessaire pour justement libérer cette parole-là. Déjà, tout au courant de l'année, vous savez, le sport à Ottawa, c'est pas un enjeu qui est facile à faire vivre. Il n'y a pas de comité pratiquement dévoué au sport. Donc, il fallait, durant l'année, essayer de faire vivre ça. Ça a commencé avec une motion que j'ai déposée il y a un peu plus d'un an sur Hockey Canada, les faits allégués à London, qui aura ouvert la place et les consciences sur toute la question des abus dans le milieu sportif. Comment des machines se protègent d'elles-mêmes, comment l'image, la réputation prend plus de place par rapport au fait qu'il peut y avoir des victimes qui sont laissées pour compte. Donc, du hockey, on est passé dans l'ensemble des disciplines. Et ça, chapeau à ma collègue Andréane Larouche qui a amené cet enjeu-là au comité de la condition féminine. On devait entendre les athlètes pour pouvoir prendre conscience à quel point cette situation-là, elle est problématique et elle est ancrée. Juste l'enjeu des ententes de non-divulgation. Comment qu'on va écraser des gens avec leur droit de parole parce qu'elles ont dénoncé des situations qu'une enquête indépendante d'un independent third party aura tenté de faire la lumière, mais au nom de quoi? Au nom de l'organisation qui, elle, veut assurer de préserver la réputation d'un sport. Et cette culture-là doit changer de bout à bout. C'est ce qui a été démontré aussi au comité du patrimoine, puis c'est des témoignages comme celle de la juge Akulina qui renforcent cette thèse-là aujourd'hui. On a l'impression que ce qui change aussi, c'est un petit peu la perception sur tous les abus. On a l'impression que ça ne se limite plus à la sphère sportive, que c'est une question de condition féminine, que c'est une question de santé publique aussi même peut-être. Absolument. Et puis moi, je tiens à préciser que c'est 80 des témoins durant l'étude du Comité de la condition féminine qui ont demandé ce changement de culture, qui ont demandé l'enquête publique indépendante. Parce que pour eux, c'est le moyen de vraiment prendre le temps d'arrêt nécessaire pour réussir à faire changer les choses. En ce moment, les victimes ont perdu confiance dans le système. Donc, il faut être à leur écoute. Et d'ailleurs, c'est ce que je peux être fière du rapport qui, malgré que plusieurs recommandations, s'est entendu. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti du communiqué de la semaine dernière, lorsqu'on a déposé en Chambre le rapport. On s'est entendu tous les partis pour dire
la recommandation qui doit être priorisée, c'est celle de l'enquête publique indépendante, parce que parmi les 80 il y avait des victimes, bien entendu, il y avait des sportifs aussi, il y avait des chercheurs. Puis d'ailleurs, ce qui m'avait marqué, moi, c'est la lettre des chercheurs universitaires pendant qu'on était au comité l'été dernier, qui disait des études, on en a pour Recherche en culture, on veut collaborer à une enquête publique indépendante. Écoutez-nous. C'est le message qui était déjà lancé il y a un an. Alors maintenant, soyons à l'écoute des victimes, des chercheurs et allons de l'avant avec cette enquête. Mais il faut dire que la ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, a promis une enquête publique. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça va se faire? Si oui, quand? Bien, je pense qu'on n'a pas le choix d'être confiant que ça va se faire. Je pense que c'est une question, en fait, je le souhaite, une question de jour, parce que, évidemment, les athlètes ne peuvent plus attendre. Il y a un consensus tellement large, effectivement, depuis ce qui s'est passé au Comité de la condition féminine. Maintenant, même des organisations comme le Comité olympique canadien, comme À nous le podium, sont venus dire en comité, nous dire qu'eux autres aussi réclamaient cette enquête publique indépendante-là. Donc, de partie d'un consensus, on sent vraiment qu'il y a une unanimité sur cette question-là. Il y a une collaboration de l'ensemble des formations politiques aussi sur l'importance d'aller de l'avant vers une pratique du sport saine et sécuritaire. Dans les autres recommandations aussi qui ressortent de là, est-ce que plusieurs témoins l'ont nommé, est-ce qu'on peut sortir le sport du patrimoine, de la fierté, de la course à la médaille d'or, pour aller vers la pratique saine et sécuritaire, donc vers la santé? Est-ce que la santé et le sport pourraient relever de la santé maintenant au Canada? Bien, je pense certainement. On va s'assurer de rendre ce sport-là accessible, que ça fasse partie des saines habitudes de vie, que des notions de compétition puissent faire place à un plus grand nombre de jeunes, d'enfants qui pratiquent le sport de façon accessible. Ça, c'est un des messages que la juge Aquilina a nommé aujourd'hui. Plus cette pratique-là va être sécuritaire, plus les parents vont vouloir envoyer leurs enfants là et plus ça va être gagnant dans le développement de nos enfants. Et si je peux me permettre d'ajouter je pense que ce qu'on dit aussi, c'est que ça fait quand même quelques semaines que la ministre s'est ouverte à cette enquête. Mais maintenant, nous, on vient mettre la pression supplémentaire pour dire c'est le temps, maintenant, ça dure, ce dossier-là. Il faut passer des intentions à l'action. La session s'achève. Nous, on tend la main. On vient de déposer notre rapport, le comité de la condition féminine la semaine dernière. La juge Aquilina vient de dire ça la prend maintenant, l'enquête. Ce dossier-là a assez traîné. Maintenant, passons des intentions à l'action. Et puisque vous parlez de la juge, ce qu'elle a dit aussi aujourd'hui en point de presse, c'est que le Canada peut être un leader mondial dans ce dossier-là. Mais comment le Canada peut être ce leader? Bien, en donnant l'exemple. Parce qu'évidemment, le monde nous a regardés. Une fédération sportive comme Hockey Canada, c'est une des organisations les plus puissantes qu'on avait au Canada. Et les plus connues, sans doute. Ceci étant dit... Et connu au monde. Non, mais c'est notre sport national. Dans le contexte actuel, si Hockey Canada, on a été capable de faire tomber les têtes dirigeantes au nom, justement, d'une pratique d'un sport sain et sécuritaire, je pense qu'il n'y a plus de limite. Et c'est aussi ça le message que donnait la juge Aquilina. C'est important de prendre position, c'est important de changer les choses et de s'avancer. Ce leadership-là peut être démontré à l'international. On sait que les autres pays nous regardent de partout, particulièrement les États-Unis, qu'elle nous invitait à réfléchir sur l'enquête publique indépendante, qu'eux-mêmes aux États-Unis n'ont pas déclenché jusqu'à maintenant. Et c'est toute cette dynamique-là du monde olympique dans lequel on sent qu'il y a énormément de conflits d'intérêts. On sent que l'argent a un pouvoir qui est énorme. Et c'est ça qu'il faut casser. Revenir aux valeurs essentielles, même si on pense au sport ou à l'olympisme en général, pour revenir vers la beauté du sport. Et c'est ce qu'on a perdu à travers les années. Et c'est, je pense, le tournant qu'on est capable de faire et le leadership que peut démontrer le Canada, à l'image de ce qu'il a fait dans les années 80 avec la commission Dublin sur le dopage. On est devenu des leaders internationaux, une plaque tournante à Montréal pour la lutte au dopage. Mais on doit faire la même chose aujourd'hui pour nos athlètes, pour nos enfants. Merci, Mme Larouche. Monsieur Lemire, merci. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 19 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Catherine Lafrance qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.